Recording is on. Des médecins, un chirurgien orthopédiste, un psychologue du sport, un physiologiste du sport, et puis on a aussi Vidi Ortho, qui est un magasin et un atelier d'orthopédie, dont le représentant aujourd'hui est Thibaut, qui sera avec nous maintenant. Ensuite, on a VidiClass, qui est une entité qui donne des cours en groupe et des ateliers de réhabilitation sportive, qui est mené par Sébastien, qui est là avec moi aujourd'hui aussi. Bonjour Bruno. Et moi-même, qui suis responsable du département physiothérapie, Bruno Paille. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de commencer notre présentation en sachant qu'à droite sur l'écran, vous pourrez à tout moment, quand il y a des vidéos qui courent, cliquer dessus pour pouvoir les mettre en plein écran sur votre ordinateur ou votre téléphone. Et puis, Sébastien vous fera glisser une vignette sommaire qui vous indiquera où on en est dans le déroulement de l'atelier. Voilà, on vous souhaite à tous un bon moment avec nous. Et puis, on espère vous apprendre quelques petits détails pour améliorer votre condition physique pendant cette période difficile. À tout à l'heure. Merci. Donc, en fait, on a décidé de commencer notre présentation par une petite vidéo d'un de nos patients qui faisait une analyse de course sur un tapis roulant, comme vous le voyez. Et en fait, on observe clairement que la pose du talon se fait avec un affaissement du pied vers l'intérieur. C'était le point de départ de notre réflexion, puisqu'en fait, on sait que le corps humain est fait pour fonctionner avec le minimum de déperdition d'énergie. Et on voit bien que sur ce patient-là, à chaque appui, il y a une instabilité au niveau de la cheville. Et c'est cette déperdition d'énergie qu'on va essayer de corriger en lui donnant des petits conseils, en regardant avec lui la vidéo et en essayant de lui montrer les points à améliorer. Donc, le problème, c'est qu'en fait, il y a plein d'autres éléments qui peuvent influencer la façon de courir de nos patients et de vous-même, notamment le lassage, le type de chaussures que vous utilisez, ou alors même des problèmes de pathologie qui ont été vus en amont, c'est-à-dire une entorse, voire même des fractures qui vont générer des compensations. Donc, pour imaginer tout ça, on a fait une petite vidéo qui arrive maintenant. Elle arrive. Voilà. Donc, on a mis notre plus beau cobaye. Si vous le reconnaissez, c'est gagné. Donc, le principe, c'était de voir si le patient fait une flexion de genou. Donc, voilà, il va gentiment descendre en flexion. Et on voit qu'avec son pied qui s'affaisse vers l'intérieur, le genou a tendance aussi à venir vers l'intérieur et l'épaule gauche à basculer sur l'extérieur. Donc, c'est cette problématique-là, en fait, qu'on retrouvait sur la vidéo du patient qu'on a vu courir avant. Et vous imaginez bien qu'avec la répétition des efforts, que ce soit sur un joueur de basket, un joueur de handball ou un coureur de fond, la problématique répétée durant toute la pratique va finir par générer des types de pathologies qui vont pouvoir s'étager du pied jusqu'à la cheville. Et ensuite remonter au genou, voire au rachis lombaire via la hanche. Donc, une des premières choses qu'on va essayer de mettre en place avec ce type de patient et cette problématique, ça va être de demander au patient de retrouver une courbure de pied qui soit un peu plus marquée. C'est-à-dire qu'on va lui demander de redresser son appui pour venir creuser au niveau de sa voûte plantaire. Alors, on va lui laisser le temps de revenir en position. Voilà. Là, il maintient bien son arche plantaire et on voit que son genou reste beaucoup mieux axé. La rotule descend à peu près dans l'axe du deuxième orteil, ce qui est la position orthonomique normale. Et on voit tout de suite que la stabilisation de hanche se fait beaucoup mieux. Et on a moins de compensation au niveau du rachis et de l'épaule. Alors, la mise en place de toute cette programmation d'exercice, en fait, elle est liée aux différents symptômes que le patient va nous énumérer. Ils ne viennent pas tous avec les mêmes problématiques, mais souvent, on retrouve cet affaissement qui génère différentes pathologies. Donc, on a souvent des gens qui nous parlent de tendinopathie d'Achille, avec des douleurs derrière le tendon. Ensuite, on peut avoir des patients qui se plaignent de fascite plantaire avec des douleurs très aiguës, notamment le matin ou à la mise en route et lors de l'exercice physique. On a aussi d'autres
types de pathologies comme les périostites tibiales, qui vont provoquer des douleurs extrêmement invalidantes et qui font souvent arrêter la pratique sportive. Ensuite, on peut avoir des surcharges au niveau du mollet, au niveau musculaire en lui-même, avec l'enveloppe du fascia qui peut aussi être intéressée dans ce type de pathologie. Puis ensuite, on voit bien sur cette vidéo que le compartiment interne du genou va être sursollicité, ce qui peut provoquer des pathologies articulaires au niveau du genou. Et enfin, comme on l'a vu un peu plus haut, au niveau de la hanche, si les fessiers ne sont pas assez forts pour stabiliser, on pourra avoir des pathologies d'instabilité de hanche qui pourront avoir aussi des répercussions au niveau lombaire, avec notamment le syndrome de la bandelette iliotibiale, le syndrome de l'essuie-glace. Voilà, donc avec tous ces exercices, on va essayer de proposer une correction que le patient va pouvoir assimiler facilement, et qu'ensuite, Sébastien vous le montrera tout à l'heure dans différents exercices, on va essayer de transposer dans les exercices liés à la course. Mais ça, c'est la première approche qu'on essaye d'obtenir avec une mise en place active de la correction. Et s'il s'avère que ça ne suffit pas, à ce moment-là, on va avoir recours à un support plantaire. Ah pardon, oui, je me suis un petit peu dépêché. Donc on va revenir d'abord sur les muscles intrinsèques du pied, pour lesquels on va pouvoir proposer, comme on l'a vu avant, une correction de la voûte en maintenant l'appui au niveau de la tête du méta et demander au patient de creuser sa voûte sans avoir la tête du méta qui décolle. On la maintient bien au sol, voilà, parfait. Ensuite, on demande au patient de creuser la voûte. Le deuxième exercice pour les intrinsèques du pied, voilà, ça va être de demander une extension du gros orteil qui va automatiquement provoquer un raccourcissement de la voûte plantaire et donc une correction de notre appui. Donc ça, c'est des exercices simples, de base, que le patient pourra faire tout seul, mais qui vont lui permettre déjà de mieux assimiler la position correcte de la pose du pied. Bonjour Bruno, c'est Sébastien, je suis aussi en connexion avec vous là. Ouais. Donc je vais prendre tout à l'heure je discutais un peu plus du pied par rapport à la course, mais si on revient sur les muscles intrinsèques du pied, on voit maintenant pas mal d'études qui montrent le bénéfice de l'utilisation de l'électrothérapie. Est-ce que on l'utilise Oui, alors effectivement, dans la présentation qu'on fait aujourd'hui, on a essayé de s'orienter vers les exercices que le patient pourra faire seul à la maison. Mais nous, c'est courant que dans le cadre de notre traitement, on ait recours à une électrostimulation de la voûte plantaire spécifiquement pour aller rechercher l'activation de ces muscles-là et surtout pour favoriser la perception du patient, au début en tout cas. Une fois que le patient a bien compris et ressenti l'effort et le type de contraction que ça génère, ce sera plus facile pour lui de le répéter en exercice à domicile. C'est juste, ouais, merci. Et donc, comme on le disait tout à l'heure, le principe de ces exercices d'intrinsèque du pied, c'est de retrouver une stabilisation du pied dans l'axe, qu'ensuite on va pouvoir mettre en pratique dans les activités à base de course. On verra plus tard. Par contre, comme je vous l'ai dit, s'il s'avère que ces exercices ne suffisent pas et que la pratique de la course reste avec un schéma pathogène, à ce moment-là, on va se tourner vers un support. Et donc, on va aller voir notre technicien orthopédiste, Thibaut, qui va nous expliquer comment on peut progresser avec ces supports. À toi, Thibaut. Bonjour tout le monde. Merci, Bruno. Donc, effectivement, dans certains cas, il est nécessaire qu'on fasse un support orthopédique avec une correction biomécanique du pied qui va effectivement permettre de pouvoir soutenir la voûte longitudinale interne, ou dans certains cas aussi sur d'autres problèmes, la voûte transverse quand il y a des problèmes aussi d'avant-pied, aussi dans les cas d'éperon calcanéen avec des fasciites plantaires, des choses comme ça, on va pouvoir aussi soulager en bonne partie le pied en fait. Mais c'est sûr qu'en règle générale, pour les sportifs, on conseille vraiment de ne faire que la semelle orthopédique, qui va être un moyen plutôt passif, mais vraiment être dans la mesure du possible le plus actif possible. On va venir vraiment en complément en fait de ce que va faire le physiothérapeute, et puis vraiment en insistant sur le fait que le patient est responsable de son traitement aussi en fait, et que des fois de se reposer seulement sur une semelle qu'on mettrait dans la chaussure, c'est pas forcément la meilleure des solutions.
Donc, moi, je vous ai préparé une petite vidéo pour vous montrer un tout petit peu, point par point, ce qu'on doit faire pour réaliser la semelle orthopédique et qu'est-ce qu'on demande aux patients pour faire ceci. Donc, en règle générale, il vient dans notre atelier. On va, en tout premier, regarder ses pieds. Donc, on charge, on a un appareil qui s'appelle un podoscope. Donc, en fait, c'est une vitre sur laquelle le patient va marcher. Et puis, par l'intermédiaire d'une webcam, on va pouvoir voir ses répartitions des charges au sol et comment est-ce qu'il appuie. Donc là, sur l'image de la vidéo, très clairement, on voit un patient qui aurait, le cas contraire, plutôt un pied qui serait trop creux, en fait. Ensuite, on va mesurer les différents axes des pieds, voir un petit peu les amplitudes articulaires des diverses articulations du pied, la souplesse générale du pied, la ponévrose. Ensuite, on aime bien voir marcher le patient sur une surface, pas sur un tapis roulant, mais le voir marcher sur une surface vraiment plate. Et puis là, ce qu'on fait, c'est, en fait, on a une plateforme à capteur de pression. On va faire une analyse statique et une analyse dynamique. Et on va pouvoir voir, en fait, comment se répartissent les charges sur la sole plantaire avec s'il y a des zones d'hyperappui, en fait, et puis s'il y a des déroulements qui ne sont pas corrects, en fait. Donc, on peut vraiment voir en statique et en dynamique la répartition des poids. Ensuite, on va regarder aussi un tout petit peu la statique globale du corps. Et après, on met le patient sur un tapis roulant où on va regarder à la marche ainsi qu'à la course avec des ralentis de course, que ce soit en vue postérieure. On va faire aussi une vue latérale pour voir comment est-ce qu'il appuie l'attaque le pied, si c'est plutôt talon, plutôt avant-pied. Et puis une vue de devant aussi. On peut faire après de l'arrêt sur image. Ensuite, on va le regarder aussi avec la chaussure. On verra par la suite, mais la chaussure peut aussi avoir une importance dans le pied. Et on fait plusieurs analyses sur le tapis roulant. Ensuite, ici, on a un appareil qui s'appelle un podographe qui nous permet d'appuyer le pied où on voit vraiment tous les détails des appuis du pied. Ensuite, cette machine-là, elle nous permet de faire en fait une empreinte en 3 dimensions du pied et puis de digitaliser vraiment la forme du pied. En fait, cette partie nous passe sous le pied et après, ça envoie ça dans l'ordinateur qui, lui, nous fait l'empreinte en 3 dimensions. Pour finir, on va faire encore une photo de la voûte plantaire. Et puis, en fait, cette photo, on la superpose à l'empreinte qu'on a fait précédemment pour vraiment avoir des appuis qui sont, des représentations qui sont très, très précises de notre pied, en fait. Donc là, l'appareil nous modélise le pied en 3 dimensions. Mais nous, ce qu'on cherche, c'est quand même à faire un certain nombre de corrections. Alors ça, en fonction des pathologies, on va pouvoir changer les corrections en fonction des besoins des patients. Et puis, vraiment faire un support qui sera très individualisé. À la suite de quoi, en fait, on a une dizaine d'épaules différentes avec des densités qui sont différentes en fonction des besoins des patients. Et on a une fraise qui est commandée par l'ordinateur qui va nous tailler dans un bloc de mousse la semelle orthopédique. Donc, cet appareil-là nous sort la fraise, l'empreinte, l'ébauche d'empreinte qui est quasiment finie, en fait. Mais vous vous rendez bien compte que ça n'a pas tout à fait la forme d'une chaussure. Donc après, en fait, le travail de l'orthopédiste, encore manuellement, va être d'adapter ceci à la chaussure du patient. Alors, là, pour le coup, c'est plutôt une chaussure de ville, hein, mais le travail est identique sur une chaussure de sport, à savoir qu'il faut vraiment que le support fit bien à l'intérieur de la chaussure. Ensuite, le patient va revenir chez nous, on va regarder si toutes nos corrections sont positionnées aux bons endroits. Et à la suite de quoi, il va essayer le support d'abord en atelier. Donc, il fait quelques pas dans l'atelier. Quand c'est pour un coureur, forcément, de le faire marcher, ça ne suffit pas. Donc, on va aussi le remettre, on va mettre les semelles dans les chaussures de running, et puis on va faire courir le patient avec le support pour voir un petit peu ce que ça donne. Souvent, les runners ont plusieurs paires de chaussures. Donc, dans un cas où le patient vient avec plusieurs paires de chaussures, on va regarder dans les diverses paires de chaussures ce que ça donne pour pouvoir voir s'il n'y a pas aussi un souci qui viendrait de la chaussure en elle-même. Après, le patient va les essayer pendant 3 semaines parce qu'il faut vraiment un essai grandeur nature pour qu'il se rende compte. Et quand il revient, si tout se passe bien, on colle une doublure sur les semelles
pour que ce soit plus agréable, sinon ça peut crocher un tout petit peu avec le matériau qui est de l'EVA, ça peut faire un peu des frottements, on aimerait éviter ça. Et en règle générale, on les revoit encore après 3 mois pour faire un contrôle sur du plus long terme pour voir ce que ça donne. Et puis voilà un peu la fabrication du support dans son intégralité. Voilà, maintenant, Sébastien va vous expliquer quelles sont les corrections qu'il peut donner et puis les grandes lignes de la reprise de la course suite à une blessure. Voilà, Sébastien, c'est à toi. Bonjour à tous, donc Sébastien, je suis physiothérapeute du sport donc à Vidifit déjà depuis 10 ans et ça fait la même période que je fais des analyses de course, donc avec des collègues on est à plus de 200 analyses de course maintenant. L'idée c'était de voir ce qu'on pouvait tirer de toutes nos analyses de course et de les mettre dans cette présentation par rapport au pied. Quels sont les tests qu'on va utiliser au sein des analyses de course qui sont vraiment en lien avec les pieds. Donc, je vous invite à venir plutôt sur ma vignette. C'est une vignette où on a un petit slide blanc là, et je vous présente trois tests. Donc, la qualité, on sait que c'est un peu ça saute un petit peu, mais là, le premier test que je vous montre, c'est ce qu'on appelle le test de la marche. Donc, en fait, on fait faire des flexions de genoux unipodales aux patients pour évaluer ce que nous a dit Bruno tout à l'heure, la stabilité qu'on va avoir au niveau du pied, la stabilité qui va être aussi au niveau du genou, et celle qui est au niveau du bassin pelvien. Et donc là, on analyse effectivement 3 points importants qui sont finalement très liés ensemble. Si on a une instabilité du bassin, il y aura une incidence sur le genou et ça aura aussi une incidence sur le pied et vice-versa. C'est-à-dire qu'un pied qui s'affaisse aura aussi une incidence sur le genou et la hanche. Donc, il faut bien imaginer que le genou est au carrefour de ces 2 points qui sont la hanche et le pied qui doivent vraiment être renforcés. La deuxième image, c'est un test que l'on fait sur le gros orteil. Donc, vous imaginez que vous êtes en position accroupie avec les orteils en crochet. Et puis, vous venez mettre l'ensemble de votre poids dessus. Et on va, comme ça, voir un petit peu s'il y a un déficit de mobilisation au niveau d'un des gros orteils et voir s'il y a des douleurs. Et c'est un test qui est assez facile à faire. Vous pouvez le réaliser à la maison chez vous. Et en fait, ce que ça va nous apporter, ça va nous amener beaucoup d'indications sur l'utilisation de votre gros orteil. Si vous avez des douleurs sur ce test-là, imaginez-vous que ça va faire un point mort quand vous allez courir. Et puis, à partir de là, ça va décharger un peu votre appui sur le genou, sur la hanche, sur la jambe opposée. Et vous allez être désaxé. Donc, la compensation va se mettre en place jusqu'à créer une pathologie au niveau de l'appareil locomoteur, au niveau d'un des segments. Le troisième test, ça rejoint ce que vient de montrer mon collègue Thibaut, au niveau de l'analyse de course du postérieur, où là, on regarde en dynamique comment le pied se positionne en sachant que la personne a une chaussure. Et ça, c'est un élément important parce que la chaussure va amener aussi des incidences au niveau de la stabilisation. Donc, il va falloir bien adapter la chaussure au type de foulée de la personne. Et on analyse tout ça pendant 1 heure. Et puis, à partir de là, on essaye de sortir les différents que les coureurs peuvent avoir et les douleurs qui peuvent être en lien avec ce qu'on peut regarder pendant l'analyse. Je vais juste éteindre tous les micros et reprendre derrière. OK. Comme ça, il y a moins d'interférences avec des bruits parasites. Donc, je reviens sur l'analyse de course. Donc, l'analyse de course, le réel intérêt, c'est bien sûr, là, on parle du pied aujourd'hui, mais on ne peut pas sortir une pathologie uniquement avec le pied. C'est l'intérêt de l'analyse de course, c'est qu'on va étudier à la fois l'utilisation des bras, on va regarder aussi la posture de course,
on regardera la coordination entre les épaules et le bas. Et tout ça va influencer. Et chez certaines personnes, ça sera vraiment certains points qu'on va aller mettre en avant. Et d'où l'importance de faire ce qu'on appelle des gammes de courses, des éducatifs de course. Donc ça, on le met en place après l'analyse de course, avec des cours que l'on fait à l'extérieur en groupe. Et l'idée, c'est de vous habituer et de vous sensibiliser à savoir faire les éducatifs de course. Donc là, on voit une vidéo, vous pouvez revenir sur la vignette de Thibaut qui est en train de montrer une vidéo sur les éducatifs de course. Ça peut être des montées talons pointe de pied pour renforcer la musculature intrinsèque du pied. Ça peut être des montées de genoux talons fesses. Ce sont les classiques que vous faites généralement, mais vous les faites souvent pas assez. Il faut vraiment l'intégrer à votre entraînement pour qu'au niveau de la statique du pied, du gainage, de l'utilisation du haut du corps, il y ait vraiment une synergie avec l'ensemble de ces points au niveau du corps. Donc, au niveau de la technique de course, c'était un peu là-dessus que moi, je voulais revenir sur vraiment l'importance des éducatifs de course. Et en période de confinement actuelle, l'intérêt, ça serait d'essayer que vous mettiez en place des rituels, des choses vous n'avez pas le temps de mettre en place dans la vie active qu'on avait peut-être avant ce confinement. Donc, essayez de faire ces exercices soit à la maison, soit à l'extérieur, près de chez vous, pour vraiment aller ressentir tout l'intérêt que ça peut amener au niveau de votre musculature du pied, votre musculature des fessiers, votre gainage. Et c'est un réel gain que vous pouvez aller chercher en cette période. Ensuite, je voulais venir un petit peu sur les automassages. Donc, pareil, c'est des rituels à mettre en place actuellement qui sont assez simples. Et l'automassage plantaire, le soin du pied. Donc, Thibaut là, va nous mettre une vidéo qu'on a faite dernièrement. C'est une chose essentielle chez vous à mettre en place parce qu'on trouve beaucoup de patients qui viennent pour des fasciites plantaires, qui viennent par rapport à des pathologies d'entorse de cheville. Et c'est très important qu'à la maison, vous ayez des habitudes à masser votre pied si vous courez souvent, à mobiliser votre pied quand vous êtes suivi en physiothérapie pour justement redonner de la mobilité, de la souplesse à l'ensemble du pied. Il ne faut pas vous attendre à ce que le physiothérapeute ou le thérapeute fasse l'ensemble du travail. Il y a vraiment un travail à faire chez vous au quotidien. Et surtout chez les coureurs, on se rend compte les gens connaissent à peine leurs pieds et ils viennent avec des indurations, des corps aux pieds, des plaies. Et dites-vous bien que tous ces petits bobos qui vous semblent peut-être bénins, en fait, à un moment donné, ils vous amènent sur une possibilité de compensation, de vous désaxer de votre schéma de course, un schéma de course qui serait le schéma de course parfait. En fait, vous êtes désaxé, c'est là-dessus que viennent se greffer des compensations. Donc, je vous invite à aller voir ces vidéos. Ce sont des vidéos qu'on a mises en ligne sur la chaîne YouTube Vidisport. Donc, c'est une playlist qu'on a appelée Atelier sur le pied comme aujourd'hui. Donc, vous allez pouvoir les retrouver après notre intervention. Et cette playlist va être alimentée par nos collègues, par nous, spécialistes de la course à pied, pour que vous ayez justement possibilité d'aller chercher des vidéos qui nous semblent, nous, professionnels de santé, pertinentes sur votre quotidien. Par rapport à l'automassage, on peut venir aussi sur ce qu'on appelle le foam roll. Le foam roll, c'est un rouleau en mousse qu'on voit un peu partout et qui est finalement très efficace. Là, on va avoir une démonstration sur le mollet, mais vous pouvez très bien l'utiliser au niveau de la voûte plantaire. Donc, l'intérêt, ça va être de venir rouler, de faire un automassage sur l'ensemble du muscle. Et de là, on va aller chercher des points, ce qu'on appelle des points trigger, des fibres qui sont hyper contractées, et on va venir essayer de les relâcher. Donc, on fait une première partie où on scanne, une deuxième partie, on va venir vraiment centrer notre automassage avec le rouleau sur la fibre,
Et puis, la troisième étape, c'est qu'on va venir vraiment appuyer dessus. Mais ça, je vous laisse regarder un petit peu la vidéo en lien et qui est sur la playlist de cet atelier. Dernière chose, après l'automassage et la technique, bah voilà, les étirements, c'est effectivement quelque chose d'assez important. On n'est pas tous d'accord sur la manière de s'étirer, de l'efficacité des étirements. En tout cas, sachez que si ça vous fait du bien, conservez-les, c'est important. Et on fera des vidéos sur les étirements propres du pied, justement des releveurs et des longs fibulaires qui sont des muscles aussi stabilisateurs de la cheville. Voilà, moi je pense avoir fait un peu le tour en ce qui me concerne et en ce qui concerne l'analyse de course et les conseils qu'on peut donner. Je ne sais pas si Bruno, tu veux revenir sur quelque chose ou… Ouais, peut-être je voulais parler avec Thibaut parce qu'on a pas mal de patients qui nous demandent au niveau des semelles, est-ce qu'il vaut plutôt privilégier des semelles qui seraient biomécaniques ou des semelles proprioceptives? Alors, je ne sais pas, Thibaut, si tu peux essayer de nous expliquer un petit peu la différence et puis quel est le meilleur outil que les patients ou les coureurs peuvent aller chercher. Ouais, alors, nous, ici à l'atelier, on fait quand même essentiellement du biomécanique. Après, on a aussi fait des formations de proprioceptifs, mais c'est des fois un peu plus compliqué d'être objectif avec le proprioceptif. Il y a quand même, à mon avis, pas mal de choses qui dépendent du technicien qui a fait et du patient. Le biomécanique, on va vraiment soutenir le pied d'un point de vue mécanique, en fait, alors que le proprioceptif va plutôt stimuler le réflexe du pied. Alors, il aurait pour but d'être plus dynamique, en fait, hein, mais nous, dans notre manière de fabriquer les semelles orthopédiques, même en biomécanique, on essaie vraiment de faire des corrections minimum, vraiment pour plus donner un petit coup de main que vraiment de vouloir absolument mettre forcément les gens complètement tous tout droit. En fait, c'est pas le but, en fait. Ok, merci. Et puis Sébastien, moi j'ai des patients qui me demandent aussi, mais je ne comprends pas, on va me faire une analyse de course sur un tapis roulant, alors que moi je ne m'entraîne jamais sur un tapis roulant. Moi ce que j'aime c'est courir dehors, éventuellement faire de la piste. Mais dans quelle mesure c'est pertinent d'étudier ma façon de courir sur un tapis, alors que ce n'est pas la vraie configuration dans laquelle je vais pratiquer la course? Alors effectivement, c'est une remarque qui revient assez régulièrement chez les personnes qui viennent faire des analyses de course. L'idée, c'est, moi, je suis totalement d'accord sur le fait qu'on va perdre en qualité au niveau analyse, mais ce qui ressortira de toute façon sur une analyse sur tapis roulant, ça va être vos gros défauts. Donc, les gros défauts, c'est ce qu'on, nous, en tant que physiothérapeute, nous, on va les rechercher, ces gros défauts. On ne va pas aller chercher la performance, on va pas les titiller, enfin, on va pas être titillon sur le mouvement du bras, la position des doigts. Ça va pas être vraiment notre qualité première. Ce qui va être notre qualité première, ça va vraiment être d'aller chercher les gros défauts, les gros déficits qui vont être en lien ou pas avec la pathologie pour laquelle la personne vient. Après, je parle de pathologie, mais on a beaucoup de patients qui viennent aussi simplement pour mieux comprendre ce qu'est la course à pied. C'est aussi l'intérêt de l'analyse de course, c'est d'amener de la compréhension, d'amener des nouvelles intentions. Je crois beaucoup aux intentions de course, c'est-à-dire les intentions, ce ne sont pas des corrections. À aucun moment, moi, je donne des corrections aux patients. L'idée, c'est de donner des intentions par rapport à des changements et à une autre façon de courir, à une façon de courir qui est peut-être un peu plus consciente quand il court, et lui amener des outils sur la posture, sur quel est l'intérêt de l'utilisation des bras. Donc, les petits détails, effectivement, on les loupe sur le tapis roulant, mais ce n'est pas l'essentiel pour nous. En fait, on s'occupe très peu d'aller analyser le petit détail. Si on doit analyser le petit détail, ce qu'on fera dans ces cas-là, c'est la personne, on la laisse courir un quart d'heure, 20 minutes à l'extérieur. On a la chance d'être près du lac et près du stade de Coubertin. Dans ces cas-là, on le laisse courir 15-20 minutes. On lui donne rendez-vous directement au stade. Et de là, on fait des vidéos, on fait des changements de posture. Et on y englobe aussi le physiologiste Virgile pour justement accompagner cet athlète
de façon un peu plus complète et justement aller chercher pour le coup là la performance. Ok, merci. Donc, on va peut-être pouvoir passer à d'éventuelles questions. Je ne sais pas, Carlo, tu es parmi nous? Oui, je suis parmi vous, mais j'ai une connexion qui est assez instable. L'instabilité est de rigueur en ce moment, on va faire avec, il n'y a pas de souci. Donc, je ne sais pas si quelqu'un a une question, ou sinon, soit directement en audio ou alors via le chat. Non. J'ai peut-être une remarque. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé de course à pied, mais les pathologies du pied, de la cheville sont très nombreuses et surtout très fréquentes en médecine du sport. Ah ouais, c'est instable. Carlo? Une autre question, Bruno? Est-ce que quelqu'un a vu Carlo? Tu m'entends, Bruno? Vous m'entendez? Oui. Ce que je voulais ajouter, c'est que ces pathologies peuvent toucher tous les sports et pas seulement les coureurs. Et Seb, Ouais? tu me vois? Non? Tu me vois pas? Ah! Salut. C'est Aurélie. Alors, Aurélie, une question? Salut. Ça va? je crois que vous m'entendez? Oui. Ma connexion est vraiment trop instable. Je crois que je vais répondre brièvement aux questions si on a pour le médecin du sport. Toi, tu as vu passer des questions, Seb, sur le chat ou pas? Non, j'ai l'impression que les invités n'ont pas trop de questions pour le moment. Sinon, Bruno, Seb, vous m'entendez? Oui. On t'entend. Mais il n'y a pas que nous, hein. Vous m'entendez ou pas? Voilà les questions. Vous m'entendez? Questions sur l'électrostimulation. Comment? J'ai une question sur l'électrostimulation. Est-ce que l'utilisation d'un complexe en complément d'un protocole exercice dynamique avec placement d'électrodes sous la voûte plantaire démontre un réel bénéfice? Alors, je suis justement allé voir les dernières études sur ce domaine avant de parler là. Effectivement, ça a un effet pour ce qui est de la perception de la contraction par le patient, mais ce n'est pas suffisant pour obtenir un résultat et pour obtenir une stabilisation du pied qui soit pertinente pour la reprise de la course. Donc, on l'utilisera, comme on l'a dit tout à l'heure, en amont, pour prendre conscience au patient du type de contraction qu'on recherche et souvent pour avoir une perception un peu plus fine des contractions sous la voûte plantaire, dont le patient n'est pas très habitué d'habitude. Et puis, une fois que ça, ce sera acquis et bien reçu, à ce moment-là, on passera sur des exercices actifs et ensuite sur les exercices que toi, tu as montré, Seb, pour la reprise de la course. Okay. Ce n'est pas suffisant en électro de travailler ce domaine. Une autre question? Est-ce que vous partez du principe que tout coureur… Moi, j'ai une question, les copains. Alors, vas-y, je te laisse poser la question, Aurélie. Dis-moi. On t'écoute. Tu m'entends? Ouais. Ouais. Alors, ça passe un peu mal aussi, mais je voulais savoir, bon, moi, je me suis mise à la course. Le discours sur pause avant-pied, pause mi-pied, cycle avant, cycle arrière. Vous avez des infos par rapport à ça? Alors, Entendu? Ouais. Entendu, Seb? Oui, c'est bon. Donc, effectivement, il y a débat entre l'attaque talon, l'attaque médio-pied, l'attaque avant-pied. On a tous lu il y a 5 à 10 ans qu'il fallait peut-être plutôt attaquer médio-pied.
voire avant-pied. De là, on a eu beaucoup de pathologies au niveau de la chaîne postérieure parce que les gens avaient lu qu'il fallait partir avant-pied. Donc, finalement, on était sur d'autres pathologies avec des tendinites d'Achille de façon importante parce que les gens s'étaient trop déportés vers l'avant. Et l'intérêt, c'est que la chaussure va avoir un rôle très important par rapport à votre foulée attaque-talon ou attaque médio ou avant-pied. Si vous portez une chaussure effectivement avec un gros support, avec ce qu'on appelle un gros drop, ça va favoriser, toutes les études le montrent, une attaque talon. Si vous lisez qu'il faut attaquer médio-pied, vous n'allez pas être aidé pour aller dans ça. Maintenant, l'attaque médio-pied, on a vu qu'il y a beaucoup d'études qui montrent que l'attaque médio-pied va diminuer les risques de blessures. Et effectivement, ça a été prouvé parce que vous allez passer moins de contact au sol. Et en passant moins de contact au sol, vous mettez votre corps en moindre contrainte par rapport à vos défauts. Donc, plus vous passez du temps rapide sur vos appuis, moins vous vous affaissez, moins vous mettez de la contrainte sur un genou qui rentre à l'intérieur ou un pied qui s'affaisse. Maintenant, il faut vraiment, c'est pour ça qu'on fait des analyses aussi, c'est de voir si la personne est en capacité de passer médio-pied, avant-pied si c'est nécessaire. Si la personne va bien en attaquant talon, et il y a plusieurs façons d'attaquer talon, on appelle le talon proprioceptif, le talon, un talon pur, tout ça, il y a une énorme flopée d'attaques. Donc, nous, on analyse sur tapis roulant, on voit si la personne est en capacité de passer pieds nus une autre forme de course plus protectrice, on va dire. Et à partir de là, on lui indique quelle est la démarche à suivre. Parce qu'à partir du moment où vous changez de foulée, obligatoirement, ça va amener des nouvelles sollicitations au niveau du corps, au niveau des tissus. Et c'est là qu'on risque de nouveau d'avoir d'autres types de blessures. Mais juste pour résumer aussi, excusez-moi d'être long là-dessus, parce que c'est vraiment un sujet qui passionne beaucoup de monde. Donc, l'attaque talon, en fait, l'attaque talon, elle va être dépendante de votre stabilité de cheville. Parce que quand vous allez attaquer, c'est la cheville qui va prendre. Après l'attaque médio-pied, l'intérêt, c'est qu'elle va être dépendante de votre musculature intrinsèque du pied. Et donc, elle va pouvoir la renforcer. C'est le cas de la cheville. Je sais pas, voilà. Je peux aussi rajouter quelque chose. Ok, merci Seb. Je voulais juste rajouter aussi que des fois, ça nous arrive d'avoir des patients qui viennent. Alors effectivement, comme dit Sébastien, les gens qui ont des chaussures maximalistes, ils ont vraiment tendance à courir sur le talon parce que la chaussure les pousse à courir sur le talon. Mais ce n'est pas le simple fait d'acheter une chaussure minimaliste qui va vous faire courir sur l'avant-pied, en fait. Exact. Et souvent, les gens disent non, mais c'est bon, je suis passé au minimaliste, j'ai acheté des chaussures minimalistes, je cours sur l'avant-pied. Puis on se rend compte que non, ils ne courent pas du tout sur l'avant-pied. Et puis là, c'est vraiment dangereux, en fait. Mais dans les cours de biomécanique de course qu'on donne, il y en a un qui va avoir lieu mardi, justement, on parle de toute cette posture, de tout ce travail du corps dans sa globalité pour justement amener les gens à avoir une course peut-être un peu moins talon, mais pas non plus avant-pied. L'idée, c'est de vraiment trouver la zone la plus efficace chez chacun et la moins destructrice. Et après, il faut amener quand même du conseil sur de l'entraînement pour que les gens puissent profiter de cette nouvelle façon de courir et éviter les blessures. Bruno, est-ce que tu as vu des questions non. Ou d'autres? Olivier, bonjour. J'ai une question concernant les douleurs sur les premières phalanges du pied, métatarsalgie vers 50 ans. Le pli de l'avant du pied devient très douloureux et se rigidifie. Ok, peut-être Carlo a une approche par rapport à ça? Oui, c'est une pathologie assez fréquente qui est due à la rigidification au niveau des muscles intrinsèques du pied. Je pense qu'un des conseils principaux, ce serait de travailler l'étirement et le renforcement de cette musculature intrinsèque. Est-ce que quelqu'un de vous pourrait donner des conseils pratiques dans ce sens? Bon, alors moi, je reviens volontiers puisque c'est moi qui ai présenté cette petite partie-là tout à l'heure.
Effectivement, le renforcement, donc c'est sur une des vidéos que les gens vont pouvoir retrouver ensuite. Et puis, pour ce qui est des étirements, donc effectivement, il y a plusieurs façons de faire, mais en tout cas, généralement, la position pour les intrinsèques, c'est de venir chercher en mettant le pied sur le genou opposé, et puis on va maintenir le talon d'une main, et avec l'autre main, on va venir mettre en extension soit le gros orteil, soit les orteils, les 4 autres orteils séparément, pour obtenir une mise en tension et un étirement spécifique. Effectivement, c'est les deux façons d'approcher ce type d'étirement pour l'intrinsèque. Ça, c'est mis mis en évidence sur la vidéo qu'on a faite sur l'automassage. À un moment donné, on montre justement des étirements propres du long fléchisseur de l'hallux, donc le gros orteil, et un étirement des autres orteils en plus du massage et du renforcement sur lequel tu es venu discuter tout à l'heure, Bruno. Exercice très efficace et très simple, c'est aussi l'exercice de raccourcissement du pied en travaillant avec une serviette. Oui, il est sur la vidéo, celui-là, ouais, effectivement. Ouais, on vient griffer la serviette, on la replie et on vient raccourcir le premier rayon en venant solliciter la musculature intrinsèque du pied. Ouais. Un exercice qu'on donne assez régulièrement aux patients aussi. En veillant à ce que les orteils restent relâchés. Il ne faut pas qu'il y ait une griffe des orteils en même temps. Auquel cas, on n'est plus sur les intrinsèques, mais on va aller chercher le long fléchisseur des orteils. Donc ça, c'est le point important pour l'exercice. Un autre exercice que je trouve très efficace, c'est en mettant un manche à balai ou un bâton sur les deux pieds, sur la face dorsale des orteils, en essayant de lever les orteils contre soi, en travaillant les extenseurs des orteils des deux côtés. On travaille tous les extenseurs des orteils en même temps et on renforce la musculature de ces extenseurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Mais pourquoi le faire de façon symétrique et bilatérale? Parce que autrement le bâton n'arrive pas à tenir. C'est un exercice simple, mais il doit être fait de façon symétrique pour que ça soit réalisable. Ok. Le seul souci, c'est qu'en fait, on a des fois un pied qui est plus fort que l'autre. Et effectivement, le risque, c'est que le balai, en l'occurrence, ne reste que pas bien équilibré sur les deux pieds, puis qu'il y a un pied qui soit plus tonique. Mais sinon, ouais, c'est un bon exercice, ouais. Là, j'ai une question de Ludivine. Ah, excuse-moi, tu veux continuer sur le… Oui, ce que j'aimerais souligner, c'est vraiment l'importance de ces exercices pour toute la chaîne musculaire au niveau pour les personnes qui souffrent non seulement de métatarsalgie, comme parlait tout à l'heure sur la question sur le chat, mais tout ce qui est les problèmes de fasciite plantaire, de tendon d'Achille, les périostites, et même plus haut au niveau des problèmes lombaires, sont vraiment influencés positivement par un travail du pied. C'était une question pour Bruno? Non, c'était une affirmation. Tu avais une question, Seb? Si je prends le fil des questions, là, on va prendre la question de Ludivine qui va revenir sur l'attaque pour le pied et remarque. Beaucoup de personnes modifient l'attaque par le pied, mais bien souvent la position du bassin est facteur important sur la pose du pied. Qu'en pensez-vous? Alors exactement, à partir du moment où on va commencer à essayer de transférer l'attaque du pied un peu plus sur le médio-pied, dans ces cas-là, il va falloir
amener le bassin un peu plus en déséquilibre vers l'avant. Il faut juste rappeler que la course à pied, c'est un déséquilibre permanent vers l'avant. Et en fait, on rattrape nos appuis. Donc, pour ça, il faut vraiment avoir le bassin vers l'avant. Et quand je dis le bassin, c'est pas les épaules qui tombent, parce que souvent, c'est le défaut que les gens associent à ce que je dis actuellement. C'est vraiment d'essayer de rester droit et d'avoir ce bassin qui se déséquilibre vers l'avant. Une petite clé que je donne souvent sur les cours de biomécanique, c'est comme si vous aviez un espèce de câble qui était accroché à votre bassin et ce câble vous tire vers l'avant, vous déséquilibre vers l'avant et vous êtes sans cesse en train de rattraper vos pieds, votre chute grâce à vos pieds. Donc, c'est hyper important d'apprendre à courir en partant du bassin et pas du pied. C'est un des gros défauts, effectivement. John, j'ai une question. Je fais empiriquement un résumé très rapide et basique. Les voûtes molles, peau de bébé, doivent être renforcées et les voûtes, on voit les aponevroses, doivent être renforcées, détendues. Tu en penses quoi, Seb et Bruno? Tu peux répéter là? Je ne sais pas si tu as accès au chat à côté là. Non, mais je t'écoute. En fait, la question est, si j'ai bien compris, qu'il y a des zones du pied qui doivent être détendues et d'autres qui doivent être renforcées. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il y a des zones obligatoirement où on doit aller rechercher de la souplesse et d'autres qui doivent être renforcées? Bon, les zones qui doivent être souples, par définition, c'est les zones musculaires, puisque c'est là qu'on va chercher à gagner de l'extensibilité et en même temps du tonus. Mais souvent, pour pouvoir retrouver un tonus satisfaisant, il va falloir préalablement étirer ces muscles-là. Donc, c'est pour ça qu'on a parlé tout à l'heure de la spécificité des étirements des muscles intrinsèques et de leur renforcement. Et puis après, pour ce qui est de la zone d'appui, alors je dirais que c'est plutôt ce que toi tu as mentionné dans l'automassage, c'est-à-dire qu'il faut s'assurer que les zones d'appui, que ce soit dans la chaussure ou même pieds nus, puisqu'on préconise de temps en temps de courir pieds nus, restent des zones qui soient confortables et puis qu'il n'y ait pas d'induration qui pourrait provoquer la mise en place de compensation dès ce moment-là. Ouais. Moi, je ferais ça comme ça. Il n'y a pas une question par rapport aussi à la typologie du pied, en fait, où on ne va pas faire la même chose sur un pied qui est plat que sur un pied qui est creux, qui par définition va être beaucoup plus rigide, en fait. Ah, ok, alors ça, c'est une autre approche, effectivement. Ouais. Et là-dessus, tu en penses quoi, Thibaut, toi qui es plutôt justement à faire des semelles, tu as une… Alors, c'est sûr que pour moi, le pied creux, il est beaucoup plus problématique, en fait, parce que justement, il a tendance à être très rigide. Et puis moi, je demande vraiment aux gens qui ont des pieds creux de vraiment essayer de faire des exercices d'assouplissement le plus possible, en fait, parce que on voit qu'avec l'âge, ils ont tendance à vraiment se rigidifier et à devenir de plus en plus rigides avec le temps et problématiques, en fait. Donc ça, c'est vrai que… C'est vrai que pour nous, c'est beaucoup plus compliqué à traiter, un pied super tonique et creux, qu'un pied plat où effectivement la mise en place des exercices aura plus rapidement des effets et permettra d'améliorer la position et l'utilisation du pied. Ça, c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile avec un pied creux qui a tendance à se rigidifier, effectivement. J'aimerais peut-être ajouter quelque chose du point de vue médical. Il ne faut pas attendre d'avoir un problème pour essayer de traiter le pied, mais ce souci constant qu'on devrait avoir pour ses pieds en sport permet les exercices de renforcement et d'étirement permettent d'améliorer la force musculaire, mais aussi la coordination neuromusculaire et au bout du compte, la dynamique de course et la performance. Je pense qu'il ne faut pas se fixer ou observer le pied et se dire est-ce que j'ai un problème ou pas, mais il faut vraiment essayer de se donner intégrer le travail du pied dans un travail d'entraînement quotidien. Ouais. Surtout dans cette période où certains peuvent avoir malheureusement le temps de pouvoir se consacrer à ces exercices qui sont très spécifiques et sur lesquels, pareil, il faut amener une routine
dans votre quotidien par rapport à ces exercices. Il y avait John qui demandait si, dans la suite de sa question, si en tant que novice dans la course à pied, il doit mettre plutôt l'accent sur la partie biomécanique ou bien sur la partie augmentation du volume d'entraînement avant d'aller faire des intervalles. Tout l'intérêt, c'est si on commence une activité, si tu es novice, John, je pense que tout l'intérêt, c'est de prendre le temps de comprendre comment courir. C'est souvent la question, on se pose souvent la question, est-ce qu'il faut apprendre à courir? Et plus on se met à la course à pied tard, et plus il faut réapprendre à courir. Parce que votre corps s'est construit autour de plein de défauts, plein de compensations, on va dire. Et à partir de là, votre course va être aussi le miroir de vos compensations. Donc, si une jeune athlète vient, on verra qu'elle a quand même déjà une facilité biomécanique et on pourra l'envoyer tout de suite peut-être commencer à faire du volume en changeant des petites choses. Mais une personne, je vais dire d'une quarantaine d'années qui se mettrait à courir, là, l'intérêt de l'analyse de course ou des cours de biomécanique de course, pour moi, est vraiment importante et ça donne... moi, je trouve que les gens en sortent vraiment satisfaits de mieux comprendre ce qu'est courir. Pour compléter, je dirais que plus on va commencer tard, plus il va falloir être qualitatif sur l'approche qu'on va en faire et pas vouloir accumuler les kilomètres et les heures de course, auquel cas on risque effectivement d'avoir des pathologies qui vont s'installer, qui vont être plus compliquées à traiter. Donc il faudra mieux commencer avec des exercices qualitatifs initialement pour acquérir un bon cycle de course et ensuite seulement passer sur des objectifs peut-être en temps et en kilométrage qui seront un peu plus élevés. Mais d'abord la qualité et intégrer un mouvement qui soit correct et non pathogène. Moi, le conseil que je donne aussi pour les gens qui viennent me voir alors qu'ils sont débutants et puis ça fait pas longtemps qu'ils ont commencé la course à pied, c'est vraiment, faut prendre la course à pied comme un sport à part entière. Hein. Si demain, moi, je me dis, tiens, je vais essayer de me mettre au tennis alors que je n'en ai jamais fait, je vais pas simplement acheter une raquette, louer un court et puis aller taper dans une balle. Je vais demander à un prof qui m'explique le b.a.-ba du sport. Et puis ça, c'est vraiment quelque chose qui va être valable pour tous les sports. Puis la course à pied, on devrait partir du même raisonnement. Si on veut le faire vraiment comme un sport à part entière, il faut aussi apprendre les bases de la technique de la course à pied. Je pense que c'est vraiment quelque chose de capital. Carlo, j'ai une question qui peut être en lien avec ce que tu disais tout à l'heure, comme quoi le pied ou les exercices du pied ne sont pas que du domaine de la course à pied. J'ai Julia qui pose la question, quelle est l'importance de la stabilité du pied pour la pratique du vélo et quelles peuvent être les conséquences d'une mauvaise position du pied et de la voûte dans la pédale, je pense, ou sur la pédale en tout cas. Il y a plusieurs études qui montrent que la position du pied influence toute une chaîne, non seulement articulaire, mais aussi au niveau des fascias, au niveau des membres inférieurs, dans le dos et jusque dans la nuque. Donc, en vélo, mais aussi bien en vélo que dans tous les autres sports pratiquement, il est vraiment important de se soucier de cette bonne stabilité du pied pour essayer d'éviter d'avoir des pathologies qui surviennent à différents niveaux de la chaîne osso-articulaire. Moi, j'ajouterais juste aussi que en fait, les nouveaux systèmes de pédales, les systèmes de pédales actuels avec les clips qui permettent d'avoir une traction sur la remontée avec la flexion du genou et la mise en tension du triceps, du mollet, est un phénomène un petit peu plus nouveau par rapport à l'ancienne pratique du vélo où on faisait que pousser sur les pédales. Et ça génère aussi des types de pathologies qui sont un peu plus récents. Et petit à petit, c'est un apprentissage qu'il faut faire pour apprendre à maîtriser ce double mouvement, en fait, de pousser d'un côté et ensuite d'avoir une traction avec la flexion plantaire pour remonter la pédale. Donc ça, c'est pareil, c'est un apprentissage qui se fait. Et puis, c'est comme pour la course, il faut y aller par petits morceaux pour pouvoir intégrer ça gentiment dans son mouvement sans avoir de risque de se reblesser là-dessus. Et je rajouterais juste quelque chose par rapport à la stabilité du pied chez les cyclistes.
souvent, on ne voit pas trop la problématique tant qu'on fait du vélo et qu'on spécialise notre corps à ce type d'activité. À partir du moment où vous allez arrêter de faire l'activité du vélo et que vous allez passer sur la course à pied, et ce qui a été un peu mon cas à un moment donné, bah, en fait, vous allez vous retrouver avec une stabilité plantaire qui va être inefficace. Vous allez vous retrouver avec une stabilité même pelvienne du bassin qui sera inefficace parce que comme c'est un sport porté, toute la musculature qui serait sous contrainte, là, elle n'est pas sous contrainte, donc obligatoirement, elle se déconditionne et c'est je pense, plutôt aux triathlètes de faire attention justement en période hivernale ou de bien maintenir, ou dans les périodes de trêve et de repos, de bien maintenir une contrainte sur la stabilité du pied, de renforcer le pied, de le contraindre un petit peu avec de la corde à sauter, de la course un peu pieds nus, des fois sur une piste à minima, mais vraiment d'entretenir ce renforcement et cette stabilité. C'est bien pour ça d'ailleurs que les chaussures de vélo sont si rigides. C'est pour en fait suppléer la déficience de la musculature intrinsèque et d'avoir une propulsion qui soit soulagée en fait par cette rigidité de la chaussure et de ne pas avoir besoin d'entraîner ça spécifiquement sur le vélo, ce qui est effectivement un problème après quand on passe sur d'autres activités. Ce que j'aimerais proposer dans ce contexte, c'est que de faire des exercices que vous avez montrés non seulement à pieds nus, mais avec les chaussures, en fait, la chaussure de sport habituelle, pour essayer d'entraîner le pied dans différentes conditions. Ça, c'est un truc que je donne parfois à mes patients. Et puis l'autre truc, c'est de trouver les moyens pour faire tous ces exercices avec plaisir. En fait, il faut surtout s'amuser. Il faut trouver les exercices qui nous font plaisir pour pouvoir les intégrer dans une routine quotidienne. Parfait. Par rapport aux questions, on avait Aline qui est aussi physiothérapeute à Vidifit, Vidisport, qui a répondu à quelques questions sur le lien sur les vidéos, les exercices qu'on vous a montré. Donc effectivement, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube de Vidisport. Vous retrouverez sur la playlist Atelier du pied l'ensemble des vidéos dont on a utilisé. En ce qui concerne la conférence, aujourd'hui, bah, vous la retrouvez, elle a été enregistrée, donc vous la retrouverez aussi, on espère, sur cette chaîne YouTube. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'en vois pas d'autres. Donc, vaudrait-il mieux avoir des semelles souples sur le vélo? Comment placer correctement les clips de pédale? Bruno, toi qui es spécialiste. Donc, non, mais je pense qu'effectivement, on ne peut pas avoir des semelles souples sur le vélo. Mais par contre, un entraînement spécifique ou alors la pratique de la course à pied à côté pour avoir un bon soutien et une bonne stabilité du pied, ça reste important. Mais par contre, effectivement, sur le vélo, quand on fait 3-4 heures de sortie, ce sera beaucoup plus confortable d'avoir le soutien et la rigidité de la chaussure pour améliorer ses performances. Et je ne pense pas qu'on puisse préconiser des chaussures souples sur le vélo. C'est quand même beaucoup moins efficace. Donc, sur des longues sorties, en tout cas, ce sera pas top. Donc, dans un premier temps, je dirais, oui, on garde les chaussures de vélo. Elles sont faites pour ça. Mais par contre, on n'oublie pas, à côté, de faire du travail spécifique pour nos intrinsèques dans d'autres activités comme la course. Et est-ce qu'on peut venir te voir pour mettre les clips de pédale là? Alors ça, c'est assez compliqué, effectivement. Effectivement, dans les magasins de vélo, il y a des gens qui sont spécialisés dans la posturologie et qui font des tests qui permettent d'essayer de trouver le meilleur compromis entre la position des lombaires, de la nuque, la position des bras pour avoir le moins de douleur possible pour les longues sorties. Et en fonction de ça, on va pouvoir trouver l'alignement optimal entre hanches, genoux et pieds pour pouvoir positionner les pédales sur le vélo. Mais ça reste un travail qu'il faut faire plutôt dans une configuration de laboratoire ou de magasin spécialisé plutôt que chez le physio. Nous, on n'a pas tout le matériel pour faire ça correctement.
Top, bien. Alors pour les questions sur le chat, on a répondu à toutes les questions. Je ne sais pas si vous avez des questions. Donc on va remercier tout le monde et puis on espère qu'on vous a apporté quelques pistes pour profiter des prochains jours, pour travailler à la maison ou peut-être dans le jardin et améliorer la qualité de votre appui et puis pouvoir remettre ça en route dès qu'on pourra remettre le nez dehors et puis reprendre des activités dans une configuration un peu plus sympathique. Et puis, je pourrais rajouter aussi de rester peut-être connecté un peu des fois sur Vidisport, je pense, le site, ou d'autres, je pense que d'autres conférences, visioconférences gratuites comme celle-ci auront lieu. Donc, restez à l'écoute un petit peu de ce qu'on peut vous proposer en cette période. Ok, merci à tous. Merci Thibaut. Merci à tous, merci tout le monde. Merci. Ciao Thibaut. Merci Carlo. One.